Welcome to Learn Speak French Conversation. Préparez votre cerveau pour la rentrée avec 10 astuces. Prepare your brain for the new school year with 10 tips. Notre cerveau est doté de pouvoirs absolument extraordinaires qui peuvent se renforcer tout au long de la vie. Notre cerveau pèse moins de 2 kilos et, pourtant, c'est grâce à lui et à ses 100 milliards de neurones connectés entre eux que nous sommes capables de voir, bouger, penser, d'anticiper, d'apprendre, de nous souvenir, ressentir et de prendre plusieurs décisions par seconde. Encore faut-il l'entretenir. En effet, le cerveau vieillit, comme tous les organes. Il est néanmoins possible de le maintenir en forme et de retarder son vieillissement, tout simplement en l'utilisant et en le nourrissant correctement. La science nous montre que nos expériences, y compris les plus simples, renforcent nos circuits cérébraux. Apprenons, grâce aux avancées de la recherche, à faire un bon usage de nos méninges. 1. Parler 2 langues protège des troubles cognitifs. Une psychologue canadienne, Hélène Bialystok, s'est penchée sur les facultés intellectuelles des personnes qui parlent 2 langues depuis l'enfance. Elle a d'abord constaté que leur cerveau présentait des signes de vieillissement plus importants que celui des personnes ne parlant que leur langue maternelle. Paradoxalement, leurs facultés cognitives étaient identiques, cela signifie que, malgré un cerveau plus abîmé, les bilingues précoces ont une réserve cognitive qui les protège des effets du vieillissement cérébral. Selon la psychologue, l'entretien constant de 2 langues renforce les circuits cérébraux et améliore la connectivité. Le bilinguisme pourrait ainsi retarder de plusieurs années le diagnostic de maladie d'Alzheimer. En pratique, il est recommandé de pratiquer régulièrement les différentes langues que l'on maîtrise. En effet, quand on parle anglais, par exemple, le français ne s'éteint pas dans le cerveau, mais entre dans une sorte de compétition avec la deuxième langue, ce qui occasionne une gymnastique cérébrale intéressante. Et la bonne nouvelle, c'est que cela marche aussi chez les personnes qui apprennent une langue tardivement. 2. Écouter de la musique stimule la mémoire. Les pouvoirs de la musique sur notre cerveau sont prodigieux. En France, les nombreux travaux du neuropsychologue Hervé Platel ont montré que le fait de jouer d'un instrument, même en amateur, ou d'écouter de la musique, modifiait la région de l'hippocampe, spécialisée dans la mémoire épisodique qui nous fait nous souvenir des événements de notre vie. Non seulement elle stimule notre mémoire, mais elle retarde l'apparition de maladies dégénératives comme Alzheimer. Le professeur de neurosciences cognitives anglais Larry B a cherché à comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau quand nous écoutons de la musique. Premier constat, entendre un morceau que nous aimons active la libération de dopamine, souvent appelée la molécule du bonheur de par l'état de bien-être qu'elle procure. Ce n'est pas tout. Des mesures par électroencéphalogramme, EEG, ont montré, pour reprendre ces termes, une véritable symphonie cérébrale, les régions associées aux émotions positives, à l'appréciation de la musique et à la récupération de souvenirs personnels communiquent entre elles. Le chercheur a aussi démontré que les musiques tristes nous plongent dans l'introspection et notre passé tandis que les musiques joyeuses orientent nos pensées vers le présent et l'avenir. En pratique, la musique est un remède universel, nul besoin d'être mélomane. Paolo Bartolomeo avoue une préférence pour les compositeurs du XVIIIe siècle, comme Mozart, Haydn ou Vivaldi car leur musique est basée sur un équilibre parfait entre des séquences attendues et d'autres qui surprennent. Or notre cerveau a besoin des deux, explique-t-il. S'il n'y a pas assez de surprises, il s'ennuie et s'il y en a trop, cela crée de l'anxiété. 3. Bouger et courir dopent la production de neurones. Marcher, jouer au tennis, faire des plantations de son jardin, bricoler dans la maison, toute activité physique est bonne pour nos cellules nerveuses. Des chercheurs finlandais ont montré qu'elle favorisait la production de neurotrophine, une molécule qui agit pour la survie des neurones, et de BDNF, Brain-Derived Neurotrophic Factor, qui stimule la plasticité cérébrale et la formation de nouveaux circuits neuronaux. Sans oublier la sécrétion de dopamine, d'adrénaline, de noradrénaline, de sérotonine et de cortisol qui tous contribuent au bien-être général. S'adonner à une activité physique régulière aurait aussi des effets positifs sur notre capacité de mémorisation. La course à pied semble, elle, particulièrement intéressante car elle provoque une augmentation du facteur de croissance des nerve growth factor, impliqué dans la croissance et la survie des neurones ainsi qu'un accroissement du volume de l'hippocampe qui gère la mémoire mais aussi l'attention et la navigation spatiale. En pratique,
Mieux vaut choisir une ou plusieurs activités physiques que l'on aime. La dimension plaisir est essentielle pour maintenir une pratique régulière qui peut ainsi devenir une habitude, plutôt qu'une corvée. Les médecins du sport préconisent 30 à 40 minutes de course à pied par semaine ou une activité d'intensité plus modérée, comme la marche rapide, environ 2h30 chaque semaine. 4. Jouer à plusieurs favorise la stimulation cérébrale. Parmi les nombreux talents de notre cerveau, la possibilité d'interagir avec nos semblables est sans doute le plus important. C'est grâce à cela que l'humanité a pu survivre et se développer comme elle l'a fait, rappelle Paolo Bartolomeo. D'ailleurs, une étude réalisée en 2020 montre que l'isolement social accroît le risque de démence de 40%. Les personnes déjà atteintes de la maladie d'Alzheimer ayant des contacts sociaux ont une santé moins dégradée que celles qui en ont peu. D'autres travaux, réalisés en 2018, insistent sur l'importance de s'adonner à des activités intellectuelles, seules et avec autrui, car elles retardent et pourraient même empêcher la survenue de maladies dégénératives. En pratique, notre cerveau s'use si l'on ne s'en sert pas alors, à vos jeux. Lire, faire des mots croisés, jouer au Scrabble, au bridge ou au Sudoku, échanger et rire, débattre, tout est bon pour augmenter notre connectivité. 5. Atteindre le flow repose le cerveau. Les athlètes de haut niveau en parlent comme d'une sensation d'harmonie complète entre les décisions à prendre et les gestes effectués, le tout dans un niveau de concentration optimal, sans tension superflue. Et donc sans que le cortex préfrontal qui gouverne les fonctions exécutives ne s'épuise. Le flow, ou le flux en français, a été décrit pour la première fois dans les années 70 et fait l'objet, encore aujourd'hui, de nombreuses recherches pour en comprendre les modalités. Sauf que, le flow se constate mais ne se décide pas. Les neuroscientifiques distinguent deux modalités d'action dans notre cerveau, le mode des automatismes, qui nous fait faire les choses sans y penser, et le mode contrôle de soi où l'on est conscient de ce que l'on fait et des décisions à prendre. Le flow utilise les deux, beaucoup d'automatisme car les gestes à effectuer sont connus et parfaitement maîtrisés et un peu de contrôle, mais pas trop, afin de ne pas fatiguer le cerveau. Cet état advient lorsque l'on sait ce que l'on a à faire et comment le faire et que les bonnes décisions s'enchaînent les unes après les autres. En pratique, lorsqu'on s'adonne à une activité professionnelle ou de loisir, on a plus de chances de vivre cet état d'harmonie et de faciliter le flow donc si l'on connaît bien les gestes ou les fonctions à accomplir. Autrement dit, mieux vaut apprendre à faire les choses le plus correctement possible, plutôt que d'être dans la hache en grave peu près. Ainsi, la concentration requise ne demande pas d'efforts démesurés et les décisions prises sont moins impulsives. 6. Oser la nouveauté secrète de la dopamine. Le cerveau n'en finit pas de nous surprendre. D'un côté, les comportements automatiques lui permettent de moins se fatiguer, mais d'un autre il a besoin de nouveautés pour ne pas s'encrasser. Des études ont montré que lorsque des personnes sont confrontées à quelque chose de nouveau sans que ce soit effrayant, leur cerveau sécrète de la dopamine, l'hormone du bonheur. C'est d'ailleurs ce qui a permis à l'être humain d'explorer sans arrêt de nouveaux territoires ou de nouvelles façons de vivre. Des travaux anglais ont aussi montré que la survenue d'un événement inattendu provoquait la sécrétion de noradrénaline, un neuromodulateur qui aide le cerveau à se concentrer et à exercer sa vigilance au sein de son environnement. En pratique, gardons intacte notre capacité à être surprise. C'est d'autant plus important que notre cortex préfrontal, qui inhibe les comportements routiniers, vieillit plus rapidement que les autres parties de notre cerveau, ce qui pourrait expliquer que les personnes âgées aient du mal à sortir de leurs habitudes. Place à la découverte, tous azimuts, une nouvelle musique, un sport, un pays, une danse, un style de livre ou de nouveaux amis. 7. Méditer améliore les capacités d'apprentissage. Parmi les nombreuses études qui tentent d'évaluer les effets de la méditation sur le cerveau, l'une d'elles, réalisée par l'équipe de la Harvard Medical School, montre que des séances de méditation organisées régulièrement pendant 8 semaines augmentent le volume de l'hippocampe, cette région du cerveau impliquée dans l'apprentissage, la mémorisation et la régulation des émotions. Il semblerait donc que méditer régulièrement nous permette d'améliorer ces différents processus. A contrario, la réduction de la taille de l'hippocampe est plutôt associée à des maladies se traduisant par un déclin cognitif, avec ou sans démence. Plusieurs travaux scientifiques ont aussi montré que méditer abaisse le niveau de stress ainsi que les marqueurs sanguins liés à une inflammation. 8. Éviter le surmenage. L'équipe Motivation, Cerveau,
comportement au sein de l'Institut du cerveau et de la moelle épinière, ICM, à Paris, dirigé par Mathias Pessilion, étudie les mécanismes de la fatigue mentale. Elle survient lorsque les tâches à effectuer ont un haut niveau d'exigence et se multiplient, jusqu'à ce que le cerveau s'embrouille, générant un sentiment de saturation, d'incapacité à réfléchir davantage ou à prendre des décisions. D'après les études des chercheurs, cet épuisement se traduit par l'accumulation, dans le cortex préfrontal, d'un neurotransmetteur, le glutamate, qui entraîne une véritable surchauffe de nos cellules nerveuses. En trop forte concentration, il s'accumule au niveau des synapses, zone de contact entre deux neurones, et empêche l'activation normale et le bon fonctionnement du cortex préfrontal latéral. 9. Déconnecter pour ne pas fatiguer le cerveau. Réseaux sociaux, textos, notre cerveau est assailli, quotidiennement, par des distractions et des notifications de toutes sortes. Cette dispersion prend beaucoup d'énergie et s'avère épuisante. La solution ? Plusieurs applications, Self-Control, AppBlock, peuvent être programmées afin de ne plus recevoir de messages et de notifications pendant un laps de temps prédéterminé. 10. Consommer de la caféine pour la mémoire. Une équipe de l'INSERM, Institut national pour la recherche et la santé médicale, a démontré qu'une consommation régulière de café, 3 tasses par jour, améliorait notre plasticité neuronale. La caféine agit notamment sur l'hippocampe et donc sur l'amélioration de notre mémoire. D'ailleurs, elle pourrait avoir des effets positifs dans la prévention de maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Se réveiller pendant la phase d'endormissement est bon pour le cerveau. Le célèbre inventeur Thomas Edison faisait des siestes en tenant des sphères en métal dans la main qui tombaient dès qu'il s'endormait. Ainsi, l'histoire raconte que le fait de se réveiller durant cette phase d'endormissement lui permettait de saisir les idées qui venaient de se former dans son esprit. Une équipe de recherche française le confirme, elle vient de montrer que des personnes que l'on réveille pendant la phase d'endormissement sont plus performantes dans la résolution de problèmes mathématiques complexes. On n'utilise que 10% du cerveau, vrai ou faux ? Cette idée a la vie dure. Comme s'il nous restait à explorer 90% de nos cellules nerveuses pour devenir plus intelligents. Mais c'est faux. Nous utilisons déjà 100% des cellules de notre cerveau mais pas tout en même temps. Les connexions entre les neurones peuvent se reconfigurer. Notre cerveau a la possibilité de se régénérer. C'est-à-dire ? En effet, nous parlons même de plasticité cérébrale. Cela ne signifie pas que le cerveau crée de nouveaux neurones puisque nous conservons toute notre vie, à peu de choses près, le stock que nous avons reçu à la naissance. En revanche, les connexions entre les neurones peuvent augmenter et se reconfigurer grâce à certaines activités physiques et intellectuelles. Il semblerait même que ces dernières favorisent un meilleur câblage des neurones entre eux, d'où une meilleure communication entre différentes régions du cerveau. En quoi cette plasticité est-elle intéressante pour les victimes d'un accident vasculaire cérébral ? Les lésions liées à l'AVC altèrent justement cette connectivité, en provoquant, par exemple, des troubles de l'attention, de la motricité ou du langage. Quelques semaines ou quelques mois après l'AVC, les patients peuvent récupérer spontanément, de façon plus ou moins importante, la fonction qui s'est dégradée. Puis il y a un plateau, il ne progresse plus. C'est la rééducation, une intervention extérieure donc, qui va permettre à certaines parties du cerveau de compenser en partie les effets de la lésion. Prenons l'exemple de l'attention, qui est gérée par l'hémisphère droit. Nous avons constaté, en cas de lésion due à un AVC provoquant des troubles de cette fonction, que l'hémisphère gauche pouvait prendre le relais de l'hémisphère droit lésé. La connectivité, la communication entre les neurones augmente et les troubles de l'attention s'améliorent.